Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du jeudi 16 janvier 2025. Dans les actualités de ce jour, l'épouse du président de la République et championne de la lutte contre les violences, Mia Ali Khadzuil, a exprimé son avis sur le cas obscène de l'inceste. Il est important, a-t-elle déclaré dans une publication sur sa page Facebook, d'informer les enfants et les jeunes qu'il ne doit y avoir aucun contact sexuel ni comportement inapproprié entre les enfants et les adultes issus de la même famille ou autres membres de la famille. Il est également important d'informer les enfants sur les théories simples et claires pour leur protection dès l'enfance, à avoir le courage de dire non à la violence. Et le nombre de magistrats à Madagascar est actuellement insuffisant selon le procureur général. Pourtant, les affaires judiciaires sont nombreuses, obligeant chaque juge à traiter jusqu'à 200 dossiers au cours d'une session judiciaire. Par ailleurs, les efforts pour assainir le secteur judiciaire se poursuivent et les juges sont strictement tenus de respecter la loi conformément aux directives du ministre. Les pratiques de favoritisme ne sont plus tolérables, a-t-il affirmé. Plus de détails avec Christelle Rakout-Malal et Asna Rafan Zanahari. Pour la Cour d'appel, 1378 affaires ont été enregistrées en 2024 contre 1541 pour la Cour de cassation. L'un des principaux problèmes qui ralentissent le traitement des dossiers judiciaires est le manque de magistrats en fonction. Par exemple, à la cour d'appel, un juge traite en moyenne 201 affaires et la situation est similaire à la cour de cassation et dans les tribunaux de première instance. En général, seulement les 1/3 de ceux qui partent à la retraite sont remplacés, se désole un procureur général. Les procureurs généraux appellent également la collaboration de la Poste malgache pour accélérer et faciliter l'envoi des courriers judiciaires. Par ailleurs, le ministère a pour objectif de restaurer l'intégrité de la justice. Ainsi, il sera strict sur le respect des lois par les magistrats afin de garantir une justice exempte de corruption et de favoritisme. L'année judiciaire 2025 a officiellement débuté aujourd'hui. Après la cérémonie, les membres de la Haute Cour de justice ont été installés dans leurs fonctions. Ensuite, toutes les étapes dans l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption à Madagascar ont été respectées. Le Conseil des ministres d'hier a approuvé cette nouvelle stratégie de lutte contre la corruption qui constitue l'ensemble des travaux que devront couvrir les institutions concernées dans la lutte contre la corruption à Madagascar pour les 5 prochaines années. Anna Martina. L'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption à Madagascar a duré des mois. Des milliers de participants, issus des secteurs publics, privés et des partenaires techniques et financiers, y ont contribué et cette nouvelle stratégie a été approuvée par le Conseil des ministres d'hier. Une stratégie qui s'inscrit dans la politique générale de l'État, basée sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. L'objectif de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption est d'éradiquer l'impunité, d'améliorer la coopération entre les institutions concernées pour éliminer les réseaux de corruption, de promouvoir l'intégrité et de restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions afin que l'on puisse mettre en place les bases d'un développement durable. Pour atteindre ces objectifs, des plans d'action détaillés ont été élaborés, accompagnés de mécanismes de suivi et d'évaluation annuels. Le président Andji Rajoelina a souligné que l'objectif d'atteindre une véritable culture d'intégrité d'ici 2030 est tout à fait réalisable. Il a cependant souligné que des abus persistent, notamment avec certains fonctionnaires impliqués dans les trafics illégaux de ressources minières, des détournements de fonds publics et des individus impunis qui se cachent à l'étranger. Le numéro 1 malgache a donc insisté sur le fait que la lutte contre l'impunité requiert une collaboration active et continue de toutes les parties prenantes. Par ailleurs, le gouvernement malgache a déployé de nombreux efforts dans la lutte contre la corruption. Depuis le budget actuel du gouvernement, tout est transparent, contrairement à ce qui se passait auparavant avec de faux marchés ou des marchés fictifs. Et c'est pour cela que Madagascar peut être éligible au soutien de Millennium Challenge Corporation, selon le même rapport du Conseil des ministres. Cette nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption constitue l'ensemble des travaux que devront couvrir les institutions concernées pour les 5 prochaines années.
Et avec l'augmentation des vols internationaux Emirates et le retour des tours opérateurs, Madagascar se positionne comme une destination de choix pour les touristes. De ce fait, Madagascar devrait enregistrer une croissance significative de son produit intérieur brut à travers le secteur du tourisme, atteignant 14,9%. Fanjesen Emirei et Yves Janel nous en disent plus. Avec l'augmentation des vols internationaux et le retour des tours opérateurs, Madagascar se positionne comme une destination de choix pour les touristes, déclare la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. La compagnie Emirates, par exemple, a renforcé ses opérations dans le pays en augmentant la fréquence de ses vols hebdomadaires qui passent de 4 à 6. Par ailleurs, le pays accueille désormais 48 vols internationaux réguliers, un record qui contribue à l'augmentation des arrivées touristiques et par conséquent à l'essor économique. Ainsi, Madagascar devrait enregistrer une croissance significative de son produit intérieur brut qui pourrait atteindre 14,9%. Cette performance est le fruit des efforts déployés pour dynamiser le secteur touristique, considéré comme un pilier du développement national, selon les informations. Dans un tout autre contexte, la délivrance d'actes de jugement supplétifs s'est poursuivie dans le 4e arrondissement aujourd'hui, un programme au sein duquel la commune urbaine d'Antananarive travaille avec l'OIF ou l'Organisation internationale de la francophonie. L'objectif, a indiqué le président de la délégation spéciale d'Antananarive, est de pouvoir délivrer 6 000 actes de jugement supplétifs dans tous les arrondissements de la capitale et actuellement 97% de cet objectif sont réalisés. Mervoulat Sfiren sur les images de Praz d'Enilson. De nombreux enfants et de jeunes de la capitale ne disposent pas encore d'acte de naissance actuellement. Les principales raisons en sont la difficulté et la peur d'avoir affaire dans les bureaux des districts, selon les informations. Cependant, les parents sont bien conscients qu'avoir une copie de l'acte de naissance est important pour marquer l'identité d'un citoyen. Pour la commune urbaine d'Antananarive en particulier, 6 000 enfants et jeunes de 1 mois à 17 ans sont ciblés pour bénéficier de cette opération de délivrance d'actes de jugement supplétifs, dont 97% ont déjà été réalisés, selon le président de la délégation spéciale d'Antananarive. Aujourd'hui, 1613 enfants et jeunes se sont vus remettre leur acte de naissance dans le 4e arrondissement dans le cadre de ce projet. À noter que les 6 arrondissements de la capitale bénéficieront tous de ce projet de délivrance d'actes de jugement supplétifs, un projet conjoint de la commune urbaine d'Antananarive et l'OIF. Actualité sportive, les inspecteurs de la CAF se rendent à Madagascar le mois prochain pour effectuer une contre-visite avant l'arrivée des techniciens en charge de l'homologation du stade Barré Mamas. Le ministère de la Jeunesse et des Sports avec le SENVH finalise actuellement les détails des 8 modifications exigées afin de mettre le stade aux normes de la CAF. Felana Rakutarsoul et Radou Ramanenzatou. Le stade Barré Mamas pourra accueillir des matchs internationaux bientôt. Actuellement, 98% des rectifications requises par la CAF sont achevées. Le mois prochain, des inspecteurs de la CAF effectueront une contre-visite du stade avant l'arrivée des techniciens en charge de l'homologation, a déclaré ce matin le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a effectué une visite afin de voir l'avancement des travaux ce matin au stade. Il est prévu d'organiser un match de gala avec une équipe locale et une équipe étrangère célèbre après l'homologation du stade, selon les informations. Ensuite, le tirage au sort de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations au CHAN 2024 d'hier a placé Madagascar dans une position inespérée. Il a été tiré dans le groupe B, considéré comme le plus accessible de la compétition. Cette configuration offre à Madagascar une opportunité de briller, surtout après avoir décroché une médaille de bronze lors de sa dernière participation au CHAN. Cette compétition se déroulera le mois d'août 2025. Plus de détails avec Anzar Razonarvel. Le groupe B comprend la Tanzanie, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Parmi ces nations, Madagascar se distingue comme la seule à être déjà montée sur le podium du CHAN, ayant remporté la médaille de bronze en 2022. Cela donne ainsi au Barré de Madagascar un certain avantage d'expérience dans cette compétition réservée aux joueurs locaux. Néanmoins, la préparation sera cruciale.
Avec la compétition repoussée au mois d'août, il aura du temps pour affiner les tactiques, renforcer la défense qui a été une clé de leur succès passé et aussi intégrer des nouveaux talents issus du championnat national malgache. Voici donc les équipes qui constituent les groupes lors de ce CHAN 2024. Dans le groupe A, Kenya, Maroc, Angola, RD Congo, Zambie. Dans le groupe B, Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso et Centrafrique. Groupe C, Ouganda, Niger, Guinée. Et dans le groupe D, Sénégal, Congo, Soudan et Nigeria. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, Israël et le Hamas ont accepté mercredi un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages après 15 mois d'une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et plongé dans le chaos le territoire palestinien. France 24. À peine conclu et déjà célébré à Gaza, l'accord négocié par le Qatar, les États-Unis et l'Égypte pour un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne comprend plusieurs phases. La première, d'une durée de 6 semaines, comprend la libération de 33 otages qui seraient libérés par petits groupes, en commençant par les enfants, les femmes, les personnes âgées, malades ou blessées. En échange, des prisonniers palestiniens seront relâchés. Le plan prévoit aussi un retrait progressif des troupes israéliennes de la bande de Gaza, tout d'abord des endroits les plus densément peuplés, avant un retrait total prévu lors de la deuxième phase. D'autres otages seront alors libérés selon des conditions qui seront négociées au 16e jour du début de la mise en œuvre du plan. La troisième phase, elle, concerne le retour des corps d'otages morts en captivité et inclut un plan de reconstruction. Mais peu de détails filtrent à ce stade sur cette ultime étape, dont les conditions continueront à faire l'objet de discussions durant les 2 premières phases. Mardi, un responsable israélien prévenait qu'Israël ne quitterait pas Gaza tant que tous les otages ne seront pas rentrés, les vivants comme les morts. Destination Mozambique, Daniel Chapo, le nouveau président du Mozambique, a été investi ce mercredi à l'issue d'une élection vivement contestée par l'opposition. Venancio Mondlane, le candidat malheureux à la présidentielle, a obtenu 24% des suffrages et continue de contester les résultats. Ses partisans restent mobilisés, même si l'opposition est désormais divisée. France 24. Depuis 3 mois, un homme conteste les résultats officiels des élections d'octobre au Mozambique, Venancio Mondlane. Il avait été accueilli en héros lors de son retour le 9 janvier dernier d'un exil de quelques semaines. C'est via ses réseaux sociaux qu'il mobilise des dizaines de milliers de sympathisants dans la rue. Critique virulent du Frélimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, cet ingénieur était candidat à la présidentielle sous l'étiquette du Podemos. Mais lundi, lors de l'investiture du Parlement, les députés de son parti ont finalement pris leur siège, affirmant leur désaccord avec le candidat. Pourtant, c'est grâce à la popularité de Venancio Mondlane que le Podemos est devenu le premier parti d'opposition du pays, avec 39 députés sur 250. Nous avons organisé de grandes manifestations dans le pays qui ont entraîné de nombreux décès. Mais ensuite, les résultats ont été validés. Nous comprenons qu'ils sont irrévocables, nous acceptons l'ordre constitutionnel. À peine les députés avaient-ils été installés qu'une plainte était déposée devant la justice mozambicaine. Le président du Podemos est accusé d'avoir touché plus de 3 millions d'euros pour entériner les résultats qui étaient contestés. L'auteur de cette plainte craint désormais pour la sécurité de Venancio Mondlane. Ici, on tue les politiciens. On tue les membres de la société civile, on cible les intellectuels, on attaque les défenseurs des droits humains. Alors il sait très bien qu'il sera surveillé et suivi. Tout ça fait partie de la scène politique décadente du Mozambique. Le leader de l'opposition désormais se cache. À Maputo, les rues sont vides depuis 3 jours car les Mozambicains craignent des violences. Les manifestations post-électorales ont déjà fait plus de 300 morts. Et pour terminer cette édition, le gendarme boursier américain a porté plainte mardi contre le magnat de la net Elon Musk pour ne pas avoir divulgué en temps voulu un achat d'actions avant sa prise de contrôle de la plateforme Twitter, aujourd'hui devenue X. France 24.
Le retard n'a pas dépassé 11 jours, mais pour le gendarme boursier américain, ce délai était suffisant pour qu'Elon Musk continue d'acheter des actions Twitter à un prix artificiellement bas. Le cours de l'action du réseau social ayant augmenté de plus de 27% une fois l'annonce faite, cette petite omission lui aurait tout de même permis d'économiser au moins 150 millions de dollars. Moins d'un mois plus tard, l'homme le plus riche du monde faisait une offre de rachat sur Twitter, dans la foulée rebaptisée X. Cette procédure doit contraindre Musk à payer une amende et restituer ses bénéfices. Mais pour l'avocat du milliardaire, le procès est une imposture qui vient couronner une campagne de harcèlement menée par l'autorité de régulation à l'encontre de son client. La vision de Musk pour son réseau social est régulièrement saluée par des personnalités de droite et d'extrême droite. Mais son acquisition ne s'est pas faite sans rebondissement. Au moment du rachat, il essaye de faire marche arrière, ce qui a conduit l'entreprise à le poursuivre en justice pour le forcer à aller jusqu'au bout. D'autres actions en justice ont suivi, notamment de la part d'investisseurs, d'anciens employés et d'entreprises en contrat avec Twitter. Mais sur X, Elon Musk ne semble pas très inquiet. Et pour cause, l'actuel président de l'autorité américaine de régulation prévoit de quitter son poste le 20 janvier. Et il n'est pas certain que la nouvelle administration nommée par Trump poursuive ces accusations. Mesdames et messieurs, point final de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.